Ce matin, on a déjà eu plusieurs rendez-vous que j'espère que vous avez trouvé passionnants. On a rencontré des auteurs et des autrices qui nous ont parlé de leur rapport à la newsletter dans le temps, des gens qui écrivent depuis 10 ans pour certains pour la newsletter. Juste avant, on a fait un petit tour d'horizon des bonnes pratiques de la newsletter. On a découvert des formats hyper innovants, notamment du côté des US. Et pour la table ronde qui s'annonce maintenant, on va faire un petit point de situation du paysage de la newsletter en France, avec notamment 3 représentantes de grands médias français et d'un média international que je vais vous présenter rapidement. On a donc Françoise Tauveau du Monde, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin, Clémence Lemaître des Échos et Marion Toletti de Politico. Pour commencer la table ronde, est-ce que je peux vous laisser vous présenter les unes et les autres et nous raconter ce que l'émission que vous portez? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis donc directrice déléguée du Monde pour le développement des services abonnés. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui va nous permettre de satisfaire au mieux nos abonnés, des newsletters évidemment, mais aussi les jeux, les ateliers en ligne, des services qui sont des invitations à des dégustations, bref, tout ce qui va permettre de fidéliser, d'abord de recruter, et puis de fidéliser des abonnés à toutes les publications et tous les supports du monde. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis rédactrice en chef en charge du numérique et de la transformation numérique des Échos. Il y a 2 axes. Il y a tout un côté évidemment éditorial, quel article on écrit, quelle vidéo on fait, quel podcast on fait. Et puis il y a tout un axe qui est sur la question de la distribution et de la publication des papiers, et donc notamment qu'est-ce qu'on fait comme newsletter. Alors il y a évidemment la page d'accueil, les push mobiles, etc. Mais un des grands enjeux est aussi les newsletters, un peu comme disait Françoise, ça permet de recruter et de fidéliser les abonnés. Bonjour, Marion Soletti. Donc moi, je suis directrice de la rédaction France de Politico Europe. On est une équipe toute nouvelle puisque la plupart sont arrivés en début d'année, avec pour objectif de conquérir une audience à Paris, en français et aussi en anglais pour la partie sur abonnement. Voilà, à Bruxelles, on est aujourd'hui très nombreux. On a une audience très, très fidèle, mais à Paris, on commence juste. Et les newsletters, c'est vraiment nous au cœur de notre offre éditoriale. Ce sont des contenus originaux avec de l'information exclusive dedans et qui sont vraiment le fer de lance de notre offre éditoriale. Alors, pour reboucler avec l'atelier qu'on a suivi juste avant, quand on regarde un peu les pratiques de newsletter, il y a 3 grands types de formats, 3 types d'approches. Le premier format, c'est la verticalisation, qui consiste à reprendre des contenus existants produits par les rédactions pour les proposer dans des newsletters thématiques qui sont dédiés à des thématiques particulières. La deuxième tendance, c'est la personnification, c'est de proposer à des plumes un peu emblématiques d'une rédaction de prendre la parole dans une newsletter qu'elle anime en son nom propre. Et la troisième tendance, c'est la création de sous-marques qui viennent un peu enrichir l'offre média. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, toutes les 3, où vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on trouve dans vos newsletters? Françoise Tauveau au Monde. Alors, nous, on a une politique de newsletter qui est vraiment une politique de mise en avant des quelques 150 à 180 contenus qu'on publie tous les jours sur le site du Monde. Donc, en fait, c'est essentiellement une offre de curation. On a très, très peu de contenus exclusifs pour les newsletters. Les contenus exclusifs newsletters, ils existent seulement dans 3 de nos 20 newsletters. Il y a la plus ancienne des newsletters, c'est le brief qui arrive le matin et qui est un résumé de l'actualité de la nuit et qui permet de préparer aussi l'actualité de la journée à venir. Et là, on fait une revue de presse internationale qu'on fait d'ailleurs en partenariat avec Courrier International qui est dans le même groupe. Et les contenus un peu plus personnalisés, on va dire, on les trouve dans nos 2 dernières nées
qui sont la newsletter Feel Good, dont l'idée nous est venue un soir de novembre 2020 où toute la rédaction était totalement déprimée, et comme d'ailleurs tout le monde, je crois. C'était pas le Blue Monday, mais l'équivalent en novembre. Et on s'est dit, mais enfin, en réalité, on publie dans la masse de ce qu'on fait, on publie des choses qui sont des bonnes nouvelles, ou en tout cas des petites bulles de respiration par rapport au rouleau compresseur de l'actualité plutôt angoissante. Et donc on a créé cette newsletter Feel Good qui fait essentiellement de la curation de plein de contenus qui sont plutôt positifs, des beaux portraits, des actions intéressantes, des innovations. Et on a créé un petit module où en fait on se fait plaisir, nous, j'espère qu'on fait plaisir aussi aux lecteurs, et le nombre d'abonnés, on a 45 000 abonnés maintenant à cette newsletter, où on va pêcher sur le net, ailleurs, dans notre cerveau, des petites idées sympas, et en essayant de trouver un ton agréable. Mais la dernière des newsletters, la toute nouvelle qui vient d'être lancée il y a 15 jours, c'est Le Monde passe à table, où là, on va récupérer tous les contenus qui concernent la gastronomie et le vin, qui est un territoire sur lequel on attend moins le monde, et pourtant on a des équipes et on produit beaucoup de choses. Et donc dans cette newsletter aussi, il y a un petit billet d'humeur autour des plaisirs de la table. Et pour l'instant, elle vient de démarrer, mais on a déjà près de 3000 abonnés en 15 jours, donc on est très contents. Mais voilà, nous, on est essentiellement dans, effectivement, la verticalité et la curation. Génial. Clémence, de votre côté, aux Échos? Alors, aux Échos, on est un peu plus moitié-moitié par rapport au Monde. On a à peu près 37 newsletters, donc ça, je pense qu'on en a un peu plus. On en a 26 gratuites et 11 payantes, dont une qui est uniquement pour les abonnés qui payent très très cher, les abonnés First. Et notre idée, donc on a comme au Monde des newsletters qui sont verticales, qui reprennent le contenu qui a été écrit à droite à gauche sur les Échos, qui sont plus ou moins automatiques, c'est-à-dire que certaines, par exemple, celles qui sont envoyées à 14h sur l'actu tech média ou l'actu entreprise, reprend la hiérarchie de la page d'accueil de cette rubrique-là. Donc c'est du semi-automatique, c'est-à-dire que ce n'est pas édité, mais la hiérarchie a été faite par un journaliste. On peut faire d'autres verticales autour d'un sujet, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, je pense qu'on a en tout cas pour projet de faire une newsletter sur les annonces d'Emmanuel Macron, qui a présenté son plan d'investissement 2030 ce matin. On va avoir plein d'articles qui vont être écrits, plutôt que de mettre tous ces articles dans par exemple la newsletter du soir, où on va essayer de mettre d'autres choses. On va faire une newsletter dédiée sur cette actualité. Et puis, on a aussi beaucoup de newsletters qui sont, pour le coup, une personnification avec deux types. Certaines reprennent du contenu qui existe sur les Échos, mais sont envoyées en avant-première. Donc ça, c'est le petit plus, c'est réservé aux abonnés. Vous êtes abonné, vous pouvez avoir les contenus avant. Et donc, c'est sur certaines chroniques qui sont extrêmement appréciées de nos abonnés, comme celle de Jean-Marc Vittori, par exemple. Vous pouvez la recevoir dès le lundi après-midi dans votre boîte mail, avant que ce soit mis en ligne ou publié dans le journal le mardi. Et puis, il y en a qui sont vraiment pareils, que des pures créations. Ça n'existe qu'en newsletter, comme par exemple celle de Dominique Seux, le regard du jour, pardon. Et puis il y a aussi, pareil, le directeur de la rédaction qui s'est lancé lui aussi dans sa newsletter il y a, je dirais, 6 mois à peu près. Et donc c'est mes échos de la semaine, ça apparaît tous les samedis. Et c'est vraiment un texte qu'il écrit uniquement pour cette newsletter. Donc on a ces deux côtés. Et chacune, je sais que chacune de nos newsletters a un but. C'est-à-dire que quand on lance une newsletter, c'est pas juste « Ah tiens, j'ai envie de faire une newsletter ». Je pense que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. C'est se dire, c'est plutôt prendre le bout dans l'autre sens. Telle audience, les abonnés, ils ont besoin de quoi? Ou, par exemple, si on est aux Échos, on est très dans le monde économique. On a lancé une newsletter start-up il n'y a pas très longtemps. Notre idée, c'était vraiment les start-upers. Ils ont besoin de quoi? Et typiquement, dans cette newsletter, il y a des articles, il y a un bout de curation. Et comme disait Françoise, il y a aussi un petit billet qui est écrit qu'on ne retrouvera pas ailleurs sur le site. Donc, on est vraiment sur les deux piliers, pour le coup. Génial. Alors, nous, on est vraiment à un côté du spectre, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans une logique d'automatisation et de ramener de l'audience vers notre site d'actualité. On a quelques liens, mais c'est vraiment pas du tout l'essentiel. Nos newsletters sont que des contenus originaux, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, on a 3 quotidiennes gratuites à Londres, Paris, Bruxelles. On a 11 newsletters quotidiennes payantes comme partie de notre offre abonnée Politico Pro. Et nos journalistes, quand ils écrivent nos newsletters, pour la plupart tard le soir, ils ont une page blanche devant eux. Donc c'est vraiment leurs infos à eux, leur analyse de l'actualité. Et l'objectif de chaque newsletter, c'est d'être une lecture essentielle pour des gens qui nous lisent pour la plupart pour leur travail, des professionnels de la politique, le personnel politique, tous les gens qui travaillent dans les affaires publiques. Et nous, vraiment, le meilleur compliment qu'on puisse nous faire, c'est qu'on ait une lecture utile. Donc, quelque chose qu'ils ouvrent le matin, qui va leur donner des infos essentielles. On a une des anciennes collègues avec qui je travaillais disait, quand on réfléchit à faire un contenu, qu'est-ce que votre lecteur aimerait avoir avant d'entrer en réunion avec son chef. Des choses comme ça. Donc c'est des infos exclusives, des informations pratiques, par exemple Playbook qui est notre newsletter phare politique, qui est très incarnée, qui est écrite par une journaliste politique avec sa voix, son identité. Elle a aussi dans la newsletter, dans la deuxième partie, des informations pratiques comme par exemple qui est auditionné ce jour-là au Parlement, quels sont les différents briefings politiques qui peuvent avoir lieu dans la journée. Donc c'est à la fois des informations très pratiques, très concrètes et une analyse et de l'info originale sur la politique. Donc vous avez à la fois des newsletters payantes et gratuites, ou un mélange de contenu payant et gratuit. C'est quoi le rôle des newsletters dans votre stratégie éditoriale globale ? Alors nous, effectivement, on a un contenu qu'on appelle un contenu freemium, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'articles qui sont accessibles gratuitement quand on vient visiter le site du Monde. Et puis, on peut se heurter assez vite, parce que maintenant, on a à peu près la moitié de nos contenus qui sont des contenus payants. On se heurte quand on n'est pas abonné à des teasers, donc on peut lire les 2 premiers paragraphes, et puis après, faut s'abonner. Sur les newsletters, on a une douzaine de newsletters qui sont des newsletters sur ce même principe, freemium, c'est-à-dire qui sont accessibles sur simple inscription et qui vont mélanger des contenus gratuits et des contenus payants. Donc quand on est abonné, on peut tout lire, et quand on n'est pas abonné, on lit uniquement ce qui est disponible. On a 7 ou 8 newsletters réservés aux abonnés, dont le brief du Monde, par exemple, ou les newsletters qui sont envoyés aux lecteurs du papier, du PDF, ce qu'on appelle le journal électronique, et qui les prévient de l'arrivée du journal dans leur liseuse et des principaux titres. Et en fait, cette stratégie de newsletter mixte, on va dire, elle est très importante pour nous parce que toutes les newsletters dites gratuites permettent effectivement de renforcer l'audience de la marque, de faire connaître les contenus, de montrer la variété de ce qu'on produit, et donc de susciter ce qu'on appelle la conversion, donc de mettre suffisamment de frustration dans la hiérarchisation des contenus pour que les gens se disent si je clique là en bas sur le teaser et que je m'abonne, je pourrai tout lire. Et les newsletters réservés aux abonnés, elles sont plutôt dans une optique de fidélisation, puisque on s'est rendu compte qu'on a à peu près 660 000 inscrits à nos newsletters, ce qui fait un réservoir de grosso modo 1 million de lecteurs de newsletters, puisque beaucoup d'entre eux sont inscrits, beaucoup de nos lecteurs sont inscrits à plusieurs newsletters. Et c'est pour ça que c'est un outil de fidélisation important, parce qu'on s'est rendu compte que les abonnés les plus engagés étaient abonnés à au moins 2,6. En fait, ils sont entre 2 et 3, voire plus, de nos newsletters. Donc c'est vraiment un outil de fidélisation, et ça nous sert aussi, par exemple, quand on voit qu'on a des abonnés qui sont en train de faceiller un peu et dont la fréquentation est devenue un peu erratique, on leur envoie des emailing en leur disant « Est-ce que vous connaissez vraiment toutes nos newsletters, et en particulier celles qui vous sont réservées, de manière à renforcer et avoir un effet anti-churn, comme on dit, et ça marche plutôt pas mal. Et augmenter la valeur perçue de l'abonnement et le nombre de services proposés. Évidemment, puisque là aussi, on a un système on a 3 formules d'abonnement, et plus on est dans la partie élevée, et plus on a accès à des newsletters. Clémence, de votre côté ? Alors, c'est un peu la même chose avec des newsletters gratuites et des newsletters payantes. Et sur les newsletters qui sont gratuites, elles ont beaucoup moins de personnification.
C'est-à-dire que si on prend, on prend les matinales, on a 2 types de matinales, et c'est pareil pour la newsletter de 18h. Il y a la matinale gratuite et la matinale pour les abonnés. La matinale gratuite, bon, c'est quelqu'un qui l'a fait, mais en gros, il y a le titre, il y a le début de l'article, ou ce qu'on appelle le chapeau, et puis voilà. Bon, c'est une sélection d'articles destinés à des lecteurs qui connaissent déjà la marque. On espère qu'ils vont petit à petit, justement, à force de cliquer sur des contenus qui vont être réservés aux abonnés, être de plus en plus engagés, de plus en plus frustrés et finir par s'abonner. Et puis, il y a la newsletter qui est vraiment pour les abonnés, et là, elle est incarnée. Et donc, on a tout ce travail pour les abonnés d'incarnation. La newsletter du matin, c'est toujours la même personne qui le fait, sauf quand il était en vacances, mais c'est vraiment écrit par lui. Il y a un ton particulier. La newsletter de 18h pour les abonnés, c'est la même chose. Alors, on a commencé en 2014, quand même. J'ai retrouvé ça. Je crois que c'était un des premiers médias à vraiment incarner une newsletter. Et donc, chaque soir, c'est un rédacteur en chef qui l'a fait. Et ça crée un lien. Et on a comme ça... l'idée, c'est vraiment de faire découvrir les contenus des Échos sur les newsletters gratuites. Et après, pour les abonnés, c'est vraiment créer de l'engagement et les récompenser de leur fidélité aussi. Il y a ces 2 côtés, c'est créer de la fidélité, mais aussi les récompenser. Leur dire, bah voilà, ça fait longtemps que vous nous suivez, on vous offre telle newsletter, et typiquement, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on ne donne pas plus, un peu comme Le Monde, si par exemple vous avez un abonnement premium, et ben vous pouvez recevoir la newsletter qui présente le journal à 21h30. À chaque fois, on essaye comme ça de récompenser. Ça fait plusieurs années que vous êtes là. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour vous remercier? Et c'est vraiment efficace. Et ce côté, surtout, je pense, personnification, est quelque chose qui permet de créer un lien entre le journal, les journalistes, un journal qui en plus a une écriture assez froide, assez factuelle. Dans les articles des Échos, mais un peu comme au Monde, vous n'allez pas tellement trouver de petits adjectifs. On a fait des progrès, nous. Nous aussi un petit peu. Et donc l'idée de la newsletter, c'est que là, on va vraiment s'adresser à quelqu'un et on va commencer à créer un lien entre le journaliste et le lecteur. Et je pense que pour la fidélisation, c'est vraiment important. Marion, vous de votre côté, vous avez une news très personnifiée avec donc Playbook Paris, qui est tenue par Pauline de Saint-Rémy. Alors, quand on parle monétisation, business model, il faut un peu distinguer notre offre payante Politico Pro et notre offre gratuite. Donc, dans le cas de Playbook Paris, c'est une newsletter gratuite, n'importe qui peut s'abonner. Elle a un business model qui lui est propre, puisqu'il y a du placement publicitaire dessus. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de la publicité très ciblée. Nous, on n'est pas un média grand public, on vise une niche qui est assez importante, mais qui reste une niche. Et donc, nos annonceurs visent cette audience-là, qui est une audience de décideurs politiques et de gens qui travaillent dans la politique. Donc, ce sont des messages institutionnels. C'est comme ça qu'elle est financée. Pour les newsletters payantes, nous, on raisonne vraiment en termes de produits éditorial. Et donc, nos newsletters qui font partie de notre offre payante, elles sont une partie d'un produit qui est vendu sur abonnement. Donc, des abonnements qui sont exclusivement professionnels, encore une fois. Et dans toutes nos newsletters, on s'autorise, nous, un ton assez libre, malgré une matière qui est réputée sérieuse comme la politique. Si vous lisez Playbook, c'est un ton très oral, très incarné. On reconnaît le style de son auteur, Pauline de Saint-Rémy. L'autre jour, quelqu'un m'a interpellée et m'a dit, dans votre newsletter, j'ai lu « Vu à la téloche ». Et ça avait l'air de choquer beaucoup cette personne. Donc voilà, nous, on fait un peu des blagues. Il y a beaucoup de jeux de mots dans la newsletter. On a vraiment aussi, bien que les gens nous lisent pour des raisons professionnelles, l'objectif, c'est quand même qu'ils aient envie de nous lire et que ce soit aussi un peu un plaisir coupable, Playbook le matin au-dessus du café. Et ça, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup. Clémence, vous parliez du fait que vous avez encouragé vos rédacteurs en chef à prendre la parole. On avait Titu Lecoq ce matin qui disait que elle, c'était son cas. C'est sa rédactrice en chef à Slate, Charlotte Pudlowski à l'époque, qui lui avait dit en fait, t'écris pas assez, il faut que tu aies cette contrainte d'une newsletter hebdomadaire pour écrire plus. Du coup, proposer ces newsletters dédiés à des journalistes, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est une nouvelle manière de s'exprimer pour eux et en quoi ça change leur métier? Alors oui, c'est une nouvelle manière de s'exprimer pour eux et en grande majorité, voire tous, ils sont ravis. Parfois au début, ils trouvent qu'ils n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire, ce qui est vrai.
Et puis souvent ils se prennent au jeu à tel point que certains disent et pourquoi moi j'ai pas le droit d'écrire ma newsletter parce que moi j'en fais une et c'est vrai qu'il y a un côté marrant de temps en temps croiser des gens qui vous disent tiens j'ai reçu ton mail. Non mais je ne t'ai pas envoyé d'email en fait. Si j'ai reçu ton mail, mais si ta newsletter des Échos. Et c'est vrai que je pense que c'est là où on voit le lien que ça peut créer. J'en ai beaucoup parlé aussi avec un des journalistes qui fait une newsletter pour le coup hebdo qui s'appelle La Salle des marchés. Donc c'est très spécialisé, hein, c'est vraiment les marchés financiers. Ça lui prend beaucoup de temps. Il lui dit ça me prend une journée dans la semaine, alors quelques heures par-ci par-là, mais au final ça lui prend une journée. Mais il adore parce que c'est un peu ce que je vous disais. Il y a d'abord cette possibilité d'avoir un autre ton. Parfois, il dit, ça m'arrive même de mettre « je » dans ma newsletter. Ça, c'est enfin JE, c'est un truc de fou pour un journaliste qui est plutôt habitué à faire du factuel. Il a des réponses des lecteurs et ça, il trouve ça intéressant. Et puis, il y a le côté hyper spécialisé là qui lui plaît parce qu'il n'a pas besoin d'expliquer tous les mots. Comme c'est la salle des marchés, il peut utiliser un peu de jargon sans que ce soit trop jargonnant, mais il s'adresse à des personnes qui connaissent vraiment. Et il y a ce côté, je pense, relation qui se crée et qui est gagnant-gagnant en fait, parce que ça fait plaisir aux journalistes qui parfois peut-être avoir envie de faire autre chose. Donc c'est une façon de lui proposer autre chose à faire dans son métier et de sortir du train-train quotidien. Et c'est gagnant-gagnant parce que ça fait aussi plaisir au lecteur qui a l'impression de tisser une autre relation, peut-être un peu moins tour d'ivoire qu'on a pu reprocher parfois aux journalistes. Là, on est presque à égalité, on est face à face en fait. C'est plus du haut vers le bas. Alors, il y a cette tension quand on parle de personnification entre justement aller vers le jeu, vers plus de liberté et l'objectivité de la tour d'ivoire. Et alors justement, Marion, Politico promet un journalisme objectif. Et alors, comment est-ce que chez vous, on concilie justement la personnification, la liberté de ton et l'objectivité de l'information ? Oui, alors nous, on distingue vraiment le fond qui, chez nous, est effectivement non partisan. On ne prend jamais parti pour un parti politique à un autre. On n'a pas de bord. Vous ne lirez jamais un édito au sens français dans les pages de Politico. Et la forme où on a toujours assumé un côté un peu irrévérencieux et un peu fun dans notre manière d'écrire, un peu provoquant aussi souvent. Et là-dessus, c'est vrai que quand on est arrivé en France, on s'est un peu posé cette question-là, parce qu'avant, on n'écrivait qu'en anglais, on avait un ADN partiellement américain. On s'est dit comment ça va se transposer dans la langue française, et est-ce qu'on ne va pas un peu choquer en ayant justement un ton très oral. Et finalement, c'est venu très naturellement, notamment quand on travaillait à Blanc sur la newsletter et qu'on faisait un peu des essais. On n'a pas eu ce problème-là, parce que le format encourage ça. Il y a un côté un peu carnet de notes, où on est tard le soir face à sa page, et donc on s'adresse à son lecteur. Donc pour moi, je ne vois absolument aucune contradiction entre avoir un ton très incarné et garder la juste distance vis-à-vis de son sujet. Dans le cas de Playbook, par exemple, en plus, nous, on s'adresse vraiment à une communauté. Les lecteurs de Pauline sont aussi souvent ses sources. C'est un petit côté village qu'on cultive beaucoup, et le ton un peu libre permet aussi d'encourager ça. Et je crois qu'il y a la voix de Pauline, et il y a aussi derrière en fait tout le fact-checking de la rédaction qui est derrière. C'est jamais une voix perdue dans le désert, quoi. Il y a toute la rédaction derrière. Bien sûr. Alors la newsletter est éditée par une autre personne au petit matin avec toutes les vérifications d'édition classique, et pour le coup on a des standards très élevés en termes de rigueur journalistique et de faits, de sourcing qu'on peut avoir aussi dans les bons côtés de la presse anglo-saxonne et en France évidemment. Donc c'est pas parce qu'on a un ton fun qu'on va écrire n'importe quoi. Donc bien sûr on fait très attention à ça, et ça la newsletter ne pardonne pas, parce que comme il y a un lectorat très fidélisé justement qui se sent très proche du produit, on est très vite interpellé s'il y a quelque chose qui ne va pas. Le retour de bâton est beaucoup plus immédiat que dans le cas d'un journal ou d'un article, je pense, où il y a des circuits plus détournés pour les courriers des lecteurs, des choses comme ça. Les gens reçoivent cet email dans leur boîte mail. S'ils lisent quelque chose dont ils savent qu'il est faux, ils vont le faire savoir très très vite. Françoise Tauveau, la personnification, le monde y va peut-être un peu moins. Est-ce que c'est une certaine vision, une autre vision du journalisme ? Comment est-ce que vous percevez ça ? Je pense qu'effectivement, on se vit assez comme une rédaction équipe de rugby, si je peux oser cette métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'individualités, dont certaines très fortes.
On a des stars, évidemment, on a des gens plus humbles, plus modestes, et c'est l'ensemble de cette équipe qui fait la puissance de notre marque et notre possibilité de nous diversifier, de pouvoir nous rencontrer notre travail sur une multiplicité de supports. La personnification, on l'a tenté. En fait, il y a quelques années, via les blogs, avant d'avoir une politique de newsletter plus offensive, on avait une plateforme de blog et on a incité beaucoup de nos rédacteurs à ouvrir un blog. Alors, ça avait deux objectifs. Le premier, c'était d'être présent sur un support qui, à l'époque, était le support à la mode. Et le deuxième objectif, qui était moins visible, c'était de leur donner un peu de commencer à les dégrossir sur le numérique, parce qu'on avait quand même une rédaction qui était extrêmement papier, avec la logique de la date de l'heure de bouclage, du papier qu'on faisait de telle heure à telle heure parce que c'était pour aller sur le print, etc. Et le blog leur permettait du coup d'accéder à quelque chose qui était beaucoup moins cadré, moins normé, et où ils pouvaient justement avoir un ton un petit peu différent. Et on a quand même gardé de cette expérience des blogs. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Il en reste quelques-uns qui sont des blogs hyper spécialisés, soit de compétences que nous n'avons pas en interne et sur lesquels on sait qu'on a une audience trop faible pour pouvoir ouvrir un poste. Donc on a gardé quelques blogs invités et on en ouvre de temps en temps, au coup par coup, sur des gros événements, les Jeux Olympiques, les élections, encore que là on va plutôt passer sur de la newsletter, les grosses campagnes, on va dire. Mais néanmoins, cette expérience de l'écriture dans un cadre un peu différent nous a permis à nos rédacteurs d'expérimenter des tons et des manières de pratiquer leur journalisme différemment. Et du coup, aujourd'hui, ça nous est utile. Alors, toutes nos newsletters sont éditées. On en a 3 ou 4 qui sont des newsletters automatiques qui vont chercher des homes de rubriques. Mais la plupart, toutes les autres sont réalisées par essentiellement des éditeurs, donc des gens qui étaient des secrétaires de rédaction et qui ont l'habitude de faire de la curation et de la relecture de copies. Pour nos rédacteurs, il y a maintenant plein d'autres supports qui sont les podcasts, qui sont participer à une vidéo pour être diffusée sur Snapchat, faire du TikTok, on tente du Twitch, enfin bref, on tente plein de choses. Et du coup, la personnification, elle va passer plutôt par cette expérimentation de nouveaux formats et d'autres lieux d'écriture que par l'incarnation dans une newsletter dédiée. On ne s'interdit pas de le faire un jour. Voilà, aujourd'hui, on n'en est pas là encore. Clémence, quelque chose à ajouter sur ce sujet-là ou... Non, je suis d'accord sur le côté que les nouveaux, c'est un peu bizarre de dire nouveaux médias, mais les nouveaux produits ou les podcasts, les vidéos peuvent aussi permettre de personnifier pour les journalistes qui le souhaitent, parce qu'ils ne le veulent pas tous. Mais c'est vrai que le côté newsletter, nous on est assez contents, et notamment pour le retour qu'on en a des abonnés. Voilà. Le sujet un peu sous-jacent derrière cette question de la personnification, c'est l'émergence, notamment aux États-Unis, des plateformes type Substack, Steady ou Bulletin que Facebook a lancé il n'y a pas très longtemps, qui sont des plateformes en fait qui diffusent, qui regroupent des newsletters et qui, pour filer votre métaphore sportive, Françoise, ont provoqué aux États-Unis un petit mercato des journalistes, puisque pas mal de journalistes ont quitté des grandes rédactions emblématiques comme le New York Times pour se mettre en indépendant sur ces plateformes et monétiser en direct leurs articles. Du coup, comment est-ce que vous percevez donc voilà, ces plateformes, elles se sont extrêmement développées pendant le confinement aux États-Unis. Il y a quelques journalistes qui ont des millions d'abonnés, 1 ou 2 millions qui ont gagné ça très rapidement. C'est nettement plus balbutiant en France, mais comment est-ce que vous voyez ces sujets-là ? À ce jour, je pense que on a encore la puissance de notre marque. En fait, une fois qu'un journaliste est rentré au monde, il y en a qui partent, évidemment, mais je pense que la multiplicité des formats d'écriture,
les moyens qu'on peut donner à nos rédacteurs pour couvrir à peu près tous les sujets qu'ils souhaitent fait que mais je peux me tromper, hein, à ce jour, je ne crains que modérément la fuite des cerveaux. Néanmoins, ce que je trouve intéressant dans ces expériences, c'est effectivement la possibilité d'expérimenter des angles très particuliers et un ton très particulier qui peut-être aux États-Unis était un vrai besoin. D'abord, la presse américaine est quand même sinistrée, hein. Elle a été, je pense, encore plus durement touchée que chez nous. Donc, ce qui explique aussi un peu cette fuite et cette recherche de rentabilité malgré tout, avec beaucoup de rédactions qui ont fermé aux États-Unis pour les journalistes. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, une des limites que je vois à ces plateformes, c'est peut-être de reproduire l'effet un peu de bulle qui se produit avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va aller chercher spontanément des contenus qui sont les contenus évidemment qui nous intéressent, mais aussi on va écarter ceux qui nous dérangent ou peut-être perdre un peu de cette pluralité. Donc voilà, moi je suis assez sceptique, je demande à voir. Et voilà, notre rédaction était une rédaction, on était 300, 350 il y a 10 ans, on est 500 aujourd'hui. Voilà, je pense qu'à ce jour, on n'est pas inquiété par ce type de plateforme, mais on les regarde avec intérêt, évidemment. Oui, je suis assez d'accord. Je pense aussi que je ne sais pas si ça marchera aussi bien en France, ne serait-ce que, pas pour dire ça va pas marcher, tout ça, c'est que ne serait-ce que pour un bassin de population qui n'est pas le même entre le monde anglo-saxon et le monde francophone. Oui, pour avoir 1 million sur une newsletter en France, faut y aller. C'est plus compliqué qu'aux États-Unis. Et donc, si le tarif reste de 2 € par newsletter, ou si vous êtes super de 5 € par newsletter, il faut quand même déjà rameuter du monde sur sa newsletter. On le voit, hein, les comptes Twitter de journalistes français sont peut-être pas aussi suivis que des comptes Twitter de journalistes américains. Après, effectivement, c'est intéressant. Et c'est toujours intéressant de voir comment ces plateformes peuvent éventuellement changer l'écriture, proposer une nouvelle forme d'écriture. On a beaucoup vu ces derniers temps la vidéo, l'infographie, la data. Là, on est vraiment de nouveau sur l'écriture. Et je pense que pour les journalistes qui s'intéressent aux newsletters ou les non-journalistes qui s'intéressent aux newsletters, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui s'y fait, parce qu'ils verront peut-être des nouvelles formes d'editing, d'écriture, de newsletter qui peut être intéressant. Marion, on le disait tout à l'heure, hein, mais vous, voilà, ce que vous proposez, c'est aussi tout le travail de fond qui est fait par une rédaction derrière. Du coup, est-ce qu'un journaliste seul sur Substack ou équivalent peut concurrencer une offre telle que la vôtre ? Alors, c'est un vrai sujet, on l'a dit, aux États-Unis. Alors, ma première réponse serait au premier abord oui. Enfin, c'est-à-dire que je pense que ça existe. Aux États-Unis, c'est un vrai mouvement. Ça commence pas mal au Royaume-Uni. Et je pense que ça va se produire aussi en France sur certains sujets. Je pense que comment dire, alors il y a la limite de l'échelle, hein, que soulignait Clémence, qui est très juste, qui est très différente aux États-Unis. Il y a aussi quand même dans les rédactions comme Politico qui font beaucoup de newsletters, il y a un savoir-faire collectif qui est très important dans la partie monétisation de l'audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, Playbook, c'est devenu une véritable marque qu'on valorise à travers toute notre production, pas seulement via newsletter, par exemple on fait des événements qui sont labellisés Playbook, donc on a des interviews sur scène, des choses comme ça, et les différentes newsletters, différentes verticales, les différents produits se nourrissent beaucoup les uns les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple à Bruxelles, on est à peu près 70 journalistes, où on nourrit une douzaine de produits abonnés, et il y a une espèce de cross-pollinisation à travers les équipes et dans la rédaction qui est très très importante. Et le fait que notre offre, y compris sur le journalisme politique, on va dire plus classique et un peu unique, parce qu'elle est beaucoup nourrie par notre offre aussi professionnelle, qui est vraiment assez spécialisée sur la politique publique européenne, qui suit toute la fabrique des lois européennes et qui fait remonter énormément d'informations à haute valeur ajoutée vers nos équipes, on va dire, plus politiques. Donc il y a quand même une création de valeur dans le collectif qui est très importante. Et une infrastructure derrière. C'est-à-dire que quand on lance un playbook à Paris, on y met aussi évidemment des efforts de marketing
qui sont plus difficiles à reproduire en tant qu'individu. Maintenant, moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de journalistes individuellement qui vont lancer des newsletters tout seuls sur Substack, parce qu'on est un peu derrière le train anglo-saxon, mais je pense qu'il va se produire en partie. Après, il y a derrière certaines stars sur Substack, il y en a beaucoup aussi qui ont beaucoup plus de mal à recueillir une audience suffisante pour en vivre. Hein. Il y a des exemples très médiatiques, et puis ça ne veut pas dire que c'est facile pour tout le monde. Justement, à propos des stars, Françoise, vous parliez de vos 500 journalistes. Au monde, il y a des plumes vraiment emblématiques, comme Florence Aubenas, Raphaël Baquet, Ariane Chemin, qui écrivent beaucoup de livres aussi par derrière. Sans en parler à leur place, mais il y a cet attachement à la marque, au monde, au collectif, qui fait que elles aussi, vous les voyez plutôt rester, ne pas succomber aux sirènes. Après, là aussi, tout est possible. Mais non, mais je pense qu'effectivement, la puissance de notre marque, et puis le relais, je pense qu'un des éléments très importants, c'est que le numérique, en fait, a permis pour toutes ces stars de se rapprocher. On parlait tout à l'heure justement de la personnification par leur rapport au lecteur. Et je pense qu'en fait, les commentaires, les retours de lecteurs, on vient d'ouvrir une adresse mail dédiée à tous nos lecteurs, parce que pour l'instant, pour que les lecteurs parlent aux gens du monde, c'était un peu compliqué pour trouver là où il fallait s'adresser par le courrier des lecteurs. Donc là, on est en train de travailler avec un de mes collègues, Gilles Vendecotte, sur justement une ouverture vers les lecteurs pour avoir leur retour de manière plus directe. Mais je pense que toutes ces stars, effectivement, évidemment, elles ont une audience considérable via les papiers qui sont publiés sur le site et dans le quotidien. Mais aussi, effectivement, elles écrivent des livres et pour l'instant, elles n'ont pas éprouvé le besoin de passer par la newsletter. Peut-être que ça viendra. Nous, on est ravis de les accueillir. Si on a plein de projets, évidemment, de nouvelles newsletters. Et puis, je pense que la période de campagne électorale qui a déjà démarré, mais qui devrait s'intensifier, j'espère, de manière un peu plus structurée, constructive, dans les semaines qui viennent, va nous donner l'occasion de parler plus directement à nos lecteurs. Et là, on est en train de réfléchir justement à des signatures dédiées pour que les gens puissent retrouver, nos lecteurs puissent retrouver un traitement de la campagne un peu plus incarné à travers nos rédacteurs. Voilà, mais aujourd'hui, je pense que la multiplicité, j'ai déjà dit, mais je le répète, la multiplicité des supports et la puissance de notre marque fait que un journaliste au monde, qu'il soit star ou moins star, a l'impression qu'il parle à beaucoup de monde, à beaucoup de gens. Donc il devrait rester chez nous, j'espère. Très bien. Donc les deux tendances dont on a parlé en premier, c'était cette verticalisation, curation de contenu thématique. Deuxième tendance, la personnification. La troisième, on en a un peu parlé en intro, c'est la création de sous-marques qui viennent un peu enrichir l'univers, peut-être essayer d'innover avec des nouveaux tons. Enfin, Françoise, vous en avez un peu parlé, mais est-ce que créer des nouvelles marques qui viennent un peu enrichir la galaxie média, c'est des choses que vous expérimentez sur la newsletter ou ailleurs, et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous les avez mentionnés rapidement en intro. Oui, alors on essaie de développer toujours. Notre marque est tellement puissante qu'on n'a pas intérêt vraiment à créer des sous-marques. Après, on crée effectivement des choses qui vont venir la compléter dans notre univers, comme par exemple notre newsletter sur la gastronomie et le vin qui s'appelle Le Monde passe à table, qui est une audace folle chez nous pour un titre de newsletter. Le feel good aussi d'ailleurs, ça a suscité beaucoup de débats en interne, en particulier avec nos correcteurs qui disaient mais vous êtes fous de mettre un nom en anglais, les gens vont détester tout ça. Nous avons eu quelques remarques de lecteurs, mais pas tant que ça. Et du coup, je pense que c'est plus, c'est un peu ce que je disais au début, c'est pour mettre en valeur des choses qui existent déjà ou pour lesquelles on sent qu'il y a un appétit à la fois en interne de couvrir des sujets et en externe un intérêt pour ces sujets-là de la part de nos lecteurs. Par exemple, sur la gastronomie et le vin, l'intérêt croissant et la conversion croissante à partir d'articles traitant de gastronomie. On pourrait imaginer que nos abonnés ils viennent plutôt sur de la géostratégie ou sur de la politique. Ben non, ils viennent aussi, les articles qui convertissent, c'est aussi des grands portraits de chefs.
Donc c'est un peu ça plutôt notre diversification par sous-marque. Je crois que sur Substack, c'est aussi la food qui est le secteur qui génère le plus d'abonnés. Quand on était confinés, c'était une des activités principales, de faire la cuisine. Le New York Times dit que c'est la food et les mots croisés qui les aident à aller trouver de nouveaux lecteurs. Donc, les mots croisés, à ne pas confondre avec les mots fléchés. Attention, ce n'est pas du tout le même lectorat, il faut le savoir. Mais comme quoi, tous les gens de 20 ans ne sont pas sur TikTok, il y en a qui font les mots croisés du New York Times. Exactement. Il revendique près de 1 million de personnes qui viennent faire leur petite grille gratuite de mots croisés qui ensuite peut amener vers de l'abonnement. Alors nous, j'adore les mots croisés, il faut absolument que je m'y mette. On travaille sur les mots croisés et sur le sudoku et sur d'autres jeux. C'est un peu plus difficile. Il se trouve que notre directoire n'est pas très mot croisé, donc il ne voit pas très bien l'enjeu, mais je leur envoie plein de papiers du New York Times, et voilà, donc ça fera peut-être bouger les choses. Clémence, en termes de sous-marque, vous avez expérimenté beaucoup de choses aux Échos. Alors, on expérimente des choses. Alors, pas de sous-marque mots croisés. Et pour le coup, c'est pas encore éventuellement sur la table. Non, on a plusieurs choses. Déjà, on pourrait presque parler, pour reprendre l'idée de la gastronomie, c'est que on a quand même une partie du site qui reprend les contenus du magazine Week-end. Et dans ce magazine Week-end, il y a beaucoup de contenus, notamment gastronomiques et vins, dont on a fait une newsletter aussi, et qui sont pas au départ dans l'ADN des Échos et qui fonctionnent pourtant très bien, qui plaisent à nos abonnés, qui plaisent à nos lecteurs. Donc ça fonctionne aussi. Sinon, alors c'est pas forcément des newsletters, mais on peut dire qu'on a créé des sous-marques avec, notamment, on a fait les Éco-Planètes et les Éco-Start. Et là où c'est vraiment des sous-marques, c'est que, en fait, c'est pas du tout le même modèle déjà. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est des modèles gratuits. Pour les Éco-Planètes, c'est en plus un site qui est différent, avec des belles images, des longues enquêtes. Il y a, je sais pas, je crois, entre 5 à 10 contenus publiés par semaine. Donc c'est vraiment très différent du site d'un quotidien. Et l'idée, c'était de le laisser ouvert aussi parce que c'est la planète, c'est important. Il y a aussi un message à porter. Et donc les contenus sont gratuits. Et puis après, on a les Éco-Start où là, c'est pareil, c'est gratuit. Ça ne s'adresse pas à la même audience. Ça s'adresse à une audience de plutôt 20-30 ans. Et donc l'idée, c'est d'aller peut-être chercher des lecteurs qui vont être rebutés par les Échos et le côté professionnel des Échos, et donc commencer à leur tendre la main, leur dire voilà, dans ton boulot, on te donne des conseils, dans ton premier boulot, dans ton deuxième boulot, en espérant qu'au bout d'un moment, quand il va monter dans la hiérarchie, il va se dire maintenant je vais m'abonner aux Échos. Je suis plus au niveau des Éco-Start, je suis au niveau des vrais Échos, des Échos professionnels, sérieux, tout ça. Et donc c'est une sous-marque dans le sens aussi où c'est pas du tout la même stratégie. C'est une stratégie gratuite, alors que sur les Échos, on est sur une stratégie payante, même s'il y a quelques contenus gratuits. Marion, de votre côté, après Politico, en fait, c'est énorme aux États-Unis. C'est presque vous qui êtes la sous-marque régionale de l'étape, quoi. Alors. Oui, on est tous sous la même marque Politico. Donc effectivement, le Politico américain s'est créé en 2007, qui est maintenant énorme, avec on va dire des succursales dans les États où ils ont des playbooks du New Jersey, de certains États américains, etc. Et un print quotidien à Washington, Pardon ? Un print quotidien à Washington, c'est ça ? Il y a un magazine. Ouais. Nous, on a aussi un magazine en Europe qui est un hebdo. Qui est distribué surtout à Bruxelles, mais on peut le trouver à Paris dans certaines adresses. La problématique de la marque se pose pour nos newsletters. Playbook, effectivement, elle a un nom propre, elle a une marque propre, et également sur les offres abonnées, puisque par exemple toutes nos newsletters Politico Pro, elles commencent toutes par les quotidiennes par Morning, donc il y a Morning Tech, Morning Financial Services, et c'est aussi une espèce de signe de ralliement pour les gens qui la lisent. Ils ont lu ça dans Morning Tech, ils utilisent le nom de la newsletter pour parler du contenu produit par Politico. Il y a quand même nous on a un besoin de garder Politico comme le ciment de tout ça en tant que marque,
le fait que par exemple, le succès de Playbook va évidemment tirer vers le haut notre offre abonnée également. Et donc la reconnaissance de la marque est importante pour nous, y compris dans la commercialisation de notre offre abonnée qui est très niche, puisque c'est 1 millier d'organisations à peu près, hein, abonnés à Politico Pro, qui s'adressent vraiment à des professionnels. Mais c'est important qu'il y ait cette reconnaissance de la marque globale. Donc on ne veut pas non plus trop l'éclater. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... C'est important comme reconnaissance pour le lecteur, mais voilà, avec une limite. Super. Toute dernière question pour finir. Hein. Donc Substack et ces plateformes-là ont créé un appel d'air pour plein de jeunes entrepreneurs des médias qui lancent leur projet et qui choisissent la newsletter, parce que c'est facile en fait, hein, ça ne coûte pas très cher. Est-ce que vous, de votre côté, vous constatez aussi un regain d'engagement pour la newsletter? Est-ce que voilà, c'est toujours des formats qui ouvrent autant, voire davantage? Comment ça se passe de votre côté? Oui, je pense qu'en fait, la newsletter, ça a un énorme avantage pour le lecteur, c'est que ça lui permet en fait de retrouver au même endroit, directement dans sa boîte mail, des contenus auxquels il s'intéresse. On a un certain nombre de newsletters qui sont en fait nés après la disparition de supports papier. Par exemple, Le Monde des religions, qui était un mensuel, oui, papier de très haut niveau sur l'histoire des religions et les enjeux dans le monde actuel, a été supprimé sous sa forme papier et a été transformé en newsletter, et la newsletter a emporté avec elle une grande audience de gens qui étaient abonnés au magazine papier et qui se sont reportés sur la newsletter, qui est là aussi en modèle freemium, hein, donc elle est accessible gratuitement, mais avec des contenus payants. De la même manière, quand on a supprimé le cahier économie, qui avait été créé dans les années 2010, on l'a transformé en une newsletter éco-quotidienne. Voilà. Et donc, en fait, je pense que ce format newsletter, c'est vrai que, y compris pour nous, gros éditeurs de presse, c'est un format qui est assez facile à lancer et à mettre en œuvre. Après, il faut brancher tout ça sur des machines qui envoient et tout, ça c'est très compliqué. Mais en tout cas, éditorialement, c'est assez simple de définir une stratégie de newsletter, des contenus et de la construire et de l'écrire. Et pour le lecteur, dans cette immense offre d'informations, ce rouleau compresseur permanent, la newsletter, c'est un rendez-vous qu'il trouve facilement accessible, qu'il peut lire quand il veut, où il veut, et où il a les contenus avec lesquels il est familier et pour lesquels il s'est inscrit ou il a payé. Et donc je pense que on l'a cru morte, hein, pendant longtemps, et en fait non. Oui, elle repart. Nous, on voit les newsletters qui sont envoyés aux abonnés. Ça dépend des newsletters, surtout que par exemple, il y en a, vous les recevez automatiquement quand vous vous abonnez, par exemple la newsletter matinale. Mais on s'aperçoit qu'elles ont un taux d'ouverture qui dépasse souvent les 50%, ce qui est quand même assez élevé. Et ce qui montre effectivement cet attachement, ça permet au lecteur de faire un acte en plus, de dire c'est vraiment ça que je veux. On peut pas, et puis je ne sais pas si ce serait une bonne chose, on ne peut pas totalement personnaliser la page d'accueil d'un site. Et puis je fais une insiste, je ne sais pas si ce serait une bonne chose parce qu'il y a un risque qu'on se retrouve dans sa bulle et qu'on ne puisse pas découvrir des nouveaux contenus. Mais l'avantage quand même de la newsletter, et je ne sais pas, vous êtes spécialisé sur l'automobile ou vous êtes spécialisé dans la tech ou la politique, au moins vous êtes sûr que vous n'aurez que ces contenus-là. Et je pense que ça apporte un vrai plus au lecteur, notamment dans le monde dans lequel on vit. Et c'est peut-être pour ça que la newsletter est repartie de l'avant. C'est qu'on a tellement d'infos partout et tellement de bruit en fait dans cette information que je pense que les newsletters de médias, où il y a un vrai travail journalistique dans le choix des sujets qui sont envoyés, est un atout, je pense, pour les lecteurs. Marion, le mot de la fin, on a un tout petit peu dépassé, mais il nous reste 1 minute. Si vous voulez ajouter une dernière chose. Pas forcément, parce qu'on a une très belle conclusion avec Françoise. Non, mais c'est toujours... voilà, je trouve que c'est un support qui permet beaucoup de liberté, qui est par rapport à un article pour des journalistes. Moi, j'en ai écrit aussi. C'est un plaisir, je trouve, de retrouver cette liberté d'écriture. Et puis, nous, on continue d'en faire. On vient d'ouvrir un nouveau poste, vous voyez, sur Playbook. Donc, c'est bien qu'on parie sur ce format plus que jamais.
Génial. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues témoigner. Françoise, donc vous nous dites en conclusion que la newsletter n'est pas morte. Tant mieux. Peut-être que ce festival aura l'occasion de vivre une deuxième édition. Hein, c'est déjà ça. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous à 14h pour la suite du programme du Festival de la newsletter avec 2 tables rondes consacrées à la monétisation, un atelier sur l'évolution du modèle de l'abonnement et on terminera la journée avec une nouvelle session lecture. Merci à tous et à toutes et très bonne journée sur Média en Scène. À bientôt. Thank you.